Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle présentation, revue trimestrielle du deuxième trimestre. On va revenir sur ce qui s'est passé durant ce deuxième trimestre très animé et également donner nos perspectives d'investissement pour le troisième trimestre qui vient tout juste de commencer. Avant toute chose, l'avertissement sur les risques, le fameux disclaimer que je vous invite à lire, qui est juste ci-dessous, qui vous informe que eToro est une plateforme multi-actifs qui propose d'investir dans différents types d'actifs. Il y a un risque de perte en capital et cette communication et cette présentation n'est pas destinée à des recommandations d'achat ou de vente. Voilà, je vous laisse lire ce disclaimer. Voilà. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Quels ont été les points clés du deuxième trimestre 2023? Eh bien, la tech, évidemment, le secteur tech a drivé le rallye des marchés. L'intelligence artificielle a alimenté le rallye technologique, vous avez dû vous en apercevoir. Le S&P est entré en bull market. Un bull market, c'est lorsque un actif a plus de 20% de gains, et ça a été le cas pour le S&P. Effectivement, la big tech à travers Nvidia qui a pris plus de 180% ou Tesla qui a pris 120% depuis le début de l'année. Donc, on drivait les rallyes des marchés. Il y a également le Japon qui a eu une très très belle performance durant ce premier semestre. En revanche, la Chine a déçu. La Chine qui eh bien, tarde à justement donner des satisfactions en termes de statistiques macroéconomiques, et les crypto-monnaies ont, elles, évolué en ordre dispersé. On va y revenir. Le ralentissement économique qu'on nous prédisait depuis bien longtemps n'est jamais arrivé. Le PIB américain ressort à 2% au premier trimestre, en définitif, c'est le chiffre définitif. D'ailleurs, la consommation américaine progresse, elle, de 3,8%. Il faut savoir que la consommation américaine, c'est 70% du PIB. Et puis, le marché de l'emploi est resté très solide. Le PIB de la Chine a même rebondi de 4,5%. En revanche, en Union européenne, la récession, on a assisté à une récession technique, mais assez basse, de moins 0,1%. L'inflation a assez baissé pour nous dire que la fin de la hausse de taux d'intérêt était proche. La Fed a d'ailleurs marqué une pause après 10 hausses consécutives pour se caler à peu près à 5% de taux d'intérêt. Et puis l'inflation a baissé 11 fois consécutivement. Les valorisations des entreprises restent assez basses. Et puis les résultats d'entreprise du premier trimestre ont surpris également positivement. Le signe noir des faillites, c'est-à-dire la crise qu'on a connue au mois de mars sur les banques régionales américaines, finalement, ne s'est pas aggravé. L'incendie a été éteint par justement le gouvernement américain. Et puis le plafond de la dette US a été évité. Alors la faillite, effectivement, de First Republic Bank, qui est la deuxième plus importante faillite dans l'histoire des banques américaines, et bien finalement, cette crise a été contenue. Et puis, le 3 juin dernier, la loi sur le plafond de la dette américaine a été signée, mettant fin à ce feuilleton qui a alimenté les médias pendant à peu près un mois. Alors, quand on regarde les performances sur ce deuxième trimestre, on voit que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les actions japonaises ont surperformé, avec le Nasdaq aussi. Le S&P 500 a très bien fonctionné également. Les banques, le secteur bancaire a aussi bien marché. Petite correction à dire que le Bitcoin, puisque ce tableau a été arrêté au 19 juin, en fait, à la fin du deuxième trimestre, le Bitcoin a quand même eu une progression de plus de 10%. En revanche, ce qui a bien moins fonctionné, ce sont les actions chinoises qui ont perdu 4%, ou encore la volatilité qui a énormément baissé, ce qui est plutôt bon signe, et même très bon signe pour les actions. Les points clés à surveiller pour ce troisième trimestre, ça va être déjà début juillet la 8e réunion de l'OPEP à Vienne. On va avoir également l'Amazon Prime Day qui va être particulièrement suivi. Et surtout, le démarrage des publications de résultats pour le deuxième trimestre, avec notamment, comme d'habitude, les banques américaines qui démarrent cette saison de résultats d'entreprise, JP Morgan, donc le 14 juillet. Ensuite, on aura également les réunions de politique monétaire
des banques centrales, avec notamment la Fed au 26 juillet, qui devrait augmenter donc ses taux après avoir fait une pause au mois de juin, devrait reprendre sa hausse de taux pour les amener à 5,25%. Dans la foulée, le lendemain, on aura la Banque centrale européenne qui va également relever ses taux. Ça a été annoncé par Christine Lagarde. Et puis le 27 juillet, grosse journée, puisqu'on aura également le PIB américain pour le deuxième trimestre, première estimation, donc ce ne sera pas le chiffre définitif, mais déjà on aura une première indication sur eh bien, le ralentissement économique américain. Ensuite, fin août, à la fin de l'été, on aura donc le symposium de Jackson Hole traditionnel qui se passe tous les ans où tous les banquiers centraux se réunissent. Et puis en septembre, eh bien, faut savoir que le mois de septembre est traditionnellement le plus mauvais mois sur les marchés financiers. Donc attention à la rentrée où eh bien, on aura quelques inquiétudes à la rentrée pour ce mois de septembre. Alors, quels sont les catalyseurs potentiels pour ce troisième trimestre? Eh bien, déjà, il faut se préparer à un ralentissement économique, puisqu'il arrive. Il est juste retardé et plus faible. Actuellement, on a une économie à deux vitesses, avec un secteur manufacturier, c'est-à-dire l'industrie, qui est déjà entrée en récession. On l'a vu sur les derniers chiffres PMI manufacturiers, qui sont très faibles, en zone de contraction, au plus bas depuis 3 ans. En revanche, les services, secteur des services, est lui en expansion. Et puis, donc l'économie américaine devrait ralentir, mais éviter la récession. C'est ce que nous anticipons. Ensuite, on devrait avoir la baisse de l'inflation core, c'est-à-dire hors alimentation, hors énergie, qui devrait s'accélérer après l'été. Les prix dans les services et dans l'immobilier sont en train de faiblir, ce qui nous fait anticiper une baisse de l'inflation core, ce qui peut raviver les espoirs d'une baisse de taux d'intérêt de la part des banques centrales. Et ça devrait justement faire monter les actions. C'est plutôt bénéfique pour les actions, les crypto-monnaies et les obligations à longue maturité. Attention, bien évidemment, la saison estivale est toujours très volatile parce qu'il y a beaucoup moins de volume. Et c'est pour ça que il va falloir faire attention justement à cette volatilité. Les performances mensuelles, en général, durant les mois de juillet et août, sont en moyenne de 0,1% contre 1,2% le reste de l'année. Donc, on devrait s'attendre quand même à un ralentissement des performances des actions. Le VIX, l'indice de la peur, est déjà sous sa moyenne historique et les volumes devraient rester faibles pour ce troisième trimestre. En considérant les jokers et les plus gros gains jusqu'à présent, c'est-à-dire que le Nasdaq 100 a réalisé son meilleur premier semestre de son histoire, je le rappelle, avec une hausse de 39%. Le gain annuel le plus important jamais enregistré par le Nasdaq, c'est plus 85% en 1999. Je ne dis pas qu'on devrait y arriver, mais on en prend la trajectoire si on se fie aux chiffres. Pour le S&P 500, le gain le plus important jamais réalisé est de 45% en 1933 et en 1954. Alors, maintenant, quels sont les résultats du sondage que nous avons réalisé au troisième trimestre? Alors, au deuxième trimestre, on avait réalisé le même sondage, et on nous disait que les actions étaient celles qui allaient le mieux performer à 36%. Maintenant, au troisième trimestre, au vu des résultats, eh bien, le panel de personnes que nous avons sondées eh bien, estime que à 65%, les actions devraient le mieux performer. Maintenant, plus que 15% pour les crypto-monnaies, 8% pour les matières premières et 5% pour les obligations, 3% pour les devises. Du coup, les actions, maintenant, c'est la classe privilégiée par les particuliers. Ensuite, quelle est la région, c'est-à-dire la zone géographique? Eh bien, à 49% maintenant, les États-Unis, on estime que les sondés estiment que les États-Unis devraient être la zone géographique qui devrait le mieux performer devant les pays émergents et l'Europe.
Quel est le secteur qui devrait le mieux performer en 2023? Eh bien, maintenant, à 70% des sondés estiment que c'est la tech. Effectivement, vu l'avance qui a été prise par le secteur technologique, il est normal et logique que la tech arrive en tête de manière très importante, puisque l'énergie arrive maintenant qu'à 14%, 6% pour les financières, 5% pour la consommation, 4% pour la santé et 3% pour l'immobilier. Et pour terminer, quels sont les thèmes qui devraient le mieux performer? Eh bien, 54%, la disruptive tech, la thème disruptive, notamment à travers l'intelligence artificielle, ce qui est logique. Maintenant, quelles sont les perspectives pour 2023, c'est-à-dire la deuxième partie de l'année? Eh bien, le plus grand risque, c'est d'être hors marché, c'est de n'être pas dans le marché. Effectivement, le nouveau monde de l'investissement 2.0 se prépare à plus d'offensives, étant donné que maintenant le ralentissement économique est beaucoup plus tardif. Eh bien, cela justement va avoir un impact décalé avec des fortes hausses de taux, ce qui va réduire l'inflation très probablement et mettre l'accent sur eh bien, des prochaines baisses de taux d'intérêt qui devraient venir probablement en 2024. Des risques toujours élevés quand même plaident pour des rendements inférieurs à la moyenne, puisque nous avons toujours une inflation sous-jacente qui est persistante, c'est-à-dire qu'on estime que l'inflation va arriver sur un plateau maintenant et qu'elle va avoir du mal à continuer à baisser. Il y a toujours la peur sur les banques régionales américaines en toile de fond. On ne sait pas si ce problème est vraiment terminé. Pour l'instant, on n'a pas eu d'effet domino comme on pouvait l'anticiper ou le craindre, mais il y a toujours cette épée de Damoclès sur les banques régionales américaines. Et puis, les taux d'intérêt vont rester élevés pendant encore un moment. C'est ce qui est prévu, notamment par la BCE et la Fed. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que les valorisations des entreprises sont assez basses. Et donc ça c'est intéressant pour les actifs de longue durée, les obligations notamment, et les actions de la technologie, les défensives et les crypto-monnaies. C'est ce qu'on anticipe, c'est les classes d'actifs qui sont anticipées surperformantes pour le troisième, enfin pour la fin de l'année. En revanche, le ralentissement économique et potentiellement la récession est devant nous et non pas derrière, ce qui fait que les actifs les plus sensibles à la récession économique, eh bien, comme les industriels, les petites capitalisations, les matières premières ou le dollar américain, sont à éviter pour la fin de l'année et pour la deuxième partie de l'année. Sur le marché français, il y a toujours des opportunités pour le troisième trimestre. Les actifs risqués brillent à nouveau. C'est vrai que la valorisation du CAC 40 reste attractive. En moyenne, depuis 1988, le CAC 40, eh bien, le PER du CAC 40 est de 16,2. C'est-à-dire que les entreprises du CAC 40 se payent 16,2 fois les bénéfices. Aujourd'hui, le PER est estimé à 13,4. Donc en fait, ce qui veut dire que la valorisation des entreprises du CAC 40 est inférieure à sa moyenne historique, tout simplement. Maintenant, quels sont les secteurs qui peuvent en profiter? Eh bien, le tourisme profite de la saisonnalité estivale et de la fin du Covid. L'été est toujours une période faste, bien sûr, pour le secteur du tourisme. Le Covid étant totalement terminé, le trafic aérien revient à la normale. Il revient au niveau de 2019. D'ailleurs, on a vu que certaines sociétés du tourisme ont relevé leur objectif pour la fin de l'année, notamment Accor, Air France ou des sociétés comme celle-là. Ensuite, à quand la fin de la hausse des taux pour la BCE? Eh bien, la perspective d'une fin de hausse de taux peut être positive pour le marché. Mais Christine Lagarde, qui est la présidente de la Fed, de la BCE, l'a bien précisé, ce n'est pas pour tout de suite. En fait, ce qui est anticipé, c'est une fin de hausse de taux et ensuite un plateau
aux alentours des 4,5% durant l'année 2024. Maintenant, si l'inflation, et notamment l'inflation corps, hein, c'est-à-dire hors alimentation énergie, devait baisser, eh bien, on aurait potentiellement une baisse de taux plus rapide qu'escompté. Et puis, enfin, la volatilité pourrait ressurgir, évidemment, puisque on est sur des volatilités historiques très basses. Et souvent, étant donné que durant l'été, les volumes sont très faibles, eh bien, on pourrait avoir des pics de volatilité. Donc, attention quand même durant l'été, puisqu'on pourrait avoir des réactions assez erratiques sur les marchés. Voilà, c'en est tout pour cette revue trimestrielle. Je vous souhaite un bon été. Attention à vos portefeuilles et je vous retrouve à la rentrée. Salut, à bientôt.